Le Japon n'a pas perdu la guerre faute d'idées. Il l'a perdue faute de matières premières. Pendant des années, ces ingénieurs ont conçu des machines de guerre d'une précision redoutable, des véhicules pensés pour chaque terrain, chaque mission, chaque type de combat. Voici l'arsenal complet. Du char léger à l'engin amphibie, du tracteur blindé au destroyer de chars. Ce sont les véhicules japonais les plus utilisés de la Seconde Guerre mondiale. Type 94 TK, le tanket de reconnaissance. Le Type 94 TK était le plus petit blindé combattant de l'armée japonaise, conçu pour une seule mission, infiltrer les lignes ennemies, repérer les positions et disparaître avant d'être détruit. Avec son blindage de seulement 8 mm d'épaisseur, il pouvait être percé par n'importe quelle mitrailleuse lourde alliée, ce qui poussait souvent les équipages à souder des segments de chenilles récupérés directement sur la coque pour tenter d'ajouter une protection symbolique. Malgré cette vulnérabilité évidente, le TK jouait un rôle irremplaçable dans les campagnes en Chine et en Asie du Sud-Est, là où les routes étroites et les terrains boueux rendaient les chars plus lourds totalement inutilisables. Sa légèreté était à la fois son atout et sa condamnation. Type 95 HAG, le char léger principal. Le Type 95 AG était la colonne vertébrale blindée des premières campagnes japonaises, rapide, maniable et parfaitement adapté aux offensives éclairs sur les terrains difficiles d'Asie du Sud-Est. Mais derrière ces performances initiales se cachait un défaut de conception fatal. Le commandant de char devait simultanément diriger le conducteur, viser et charger la pièce principale, rendant toute coordination tactique précaire sous le feu ennemi. Ce char fut redoutable lors des campagnes de Malaisie et des Philippines, où la supériorité de manœuvre compensait encore sa faiblesse en armement. Mais dès que les Alliés déployèrent des chars moyens comme le Sherman, le AG devint dangereux uniquement pour son équipage, transformé en cible immobile sur les plages du Pacifique. Type 97 CHIHA, le char moyen standard. Le Type 97 CHIA était le char le plus produit et le plus déployé de l'armée impériale, présent sur chaque théâtre d'opération majeure de 1937 à 1945. Son canon de 57 mm à faible vélocité initiale était conçu pour détruire les fortifications et soutenir l'infanterie plutôt que pour engager d'autres blindés en combat direct, ce qui révélait une doctrine de guerre fondamentalement différente de celle des Alliés. Contre un Sherman américain, ce canon était pratiquement inutile, les obus ricochant sur le blindage frontal sans pénétration. Cependant, dans le rôle pour lequel il avait été conçu, soutien d'infanterie, destruction de bunkers et exploitation des percées, il accomplissait sa mission avec une efficacité reconnue même par ses adversaires lors des premières années de guerre. Type 97 Shinoto CHIHA, la mise à niveau décisive. Lorsque les ingénieurs japonais réalisèrent que le canon original du CHIA ne pouvait pas menacer les blindés alliés, ils développèrent une solution radicale, une tourelle entièrement nouvelle dotée d'un canon anti-char de 47 mm à haute vélocité initiale. Cette version améliorée, le Shinoto CHIA, était capable de percer le blindage latéral d'un Sherman M4 à des distances de combat normales, transformant ce qui était jusque-là une cible facile en adversaire réellement dangereux. Déployé massivement aux Philippines et à Okinawa, ce char surprit initialement plusieurs unités blindées américaines qui sous-estimaient la capacité anti-char japonaise. Sa production tardive et en quantité insuffisante empêcha cependant toute influence décisive sur l'issue des combats dans le Pacifique central. Type 3 CHINU, l'ultime char moyen japonais. Le Type 3 CHINU représentait l'aboutissement ultime du développement blindé japonais, conçu spécifiquement pour contrer la menace des chars moyens américains lors de l'invasion anticipée du territoire métropolitain. Son canon de 75 mm était le plus puissant jamais monté sur un blindé japonais de série, fruit d'une ingénierie inversée partiellement inspirée de pièces d'artillerie capturées aux forces alliées durant les premières campagnes. Bien qu'il représentât une véritable avancée technologique pour l'industrie blindée nippone, ce char ne fut jamais engagé au combat, conservé jalousement pour défendre les îles japonaises contre un débarquement qui n'eut finalement pas lieu. Il reste le symbole poignant d'un potentiel industriel toujours trop limité, trop tardif.
Type 2 Kami, le prodige amphibie. Le type 2 Kami était l'un des chars amphibies les plus sophistiqués de la Seconde Guerre mondiale, conçu pour mener des assauts amphibies depuis les navires jusqu'aux plages sans nécessité d'embarcation de débarquement distincte. Sa conception utilisait 2 grands pontons boulonnés à la coque avant et arrière, permettant aux véhicules de naviguer de manière autonome jusqu'au rivage. Une fois à terre, ces pontons étaient éjectés à l'aide de charges explosives intégrées, et le char entrait immédiatement en combat comme un blindé léger standard. Largement déployé dans les opérations insulaires du Pacifique, il offrait au commandement naval japonais une flexibilité tactique exceptionnelle. Sa robustesse mécanique en fit l'un des engins les plus appréciés des unités de la marine impériale. YPE-89IG, le premier char moyen domestique. Le type 89IG occupait une place paradoxale dans l'histoire blindée japonaise. Il était à la fois la première réalisation entièrement nationale dans ce domaine et déjà complètement dépassé au moment où la guerre du Pacifique éclata en 1941. Sa construction massivement rivetée, caractéristique des blindés des années 1930, créait de dangereux éclatements de métal à l'intérieur de la coque sous l'impact des projectiles, blessant souvent l'équipage même sans pénétration réelle. Lent et lourdement armé pour son époque, il accomplit néanmoins un service étendu lors des campagnes en Chine, où l'absence de blindés adverses le rendait encore pleinement opérationnel. Son héritage réside dans les leçons de conception qu'il transmit aux ingénieurs qui développèrent les générations suivantes de chars japonais. Camion Toyota KB-KC, le cheval de bataille logistique. Le camion Toyota KB-KC était l'épine dorsale invisible de toute l'infrastructure logistique de l'armée impériale japonaise, acheminant munitions, vivres et équipements sur les pistes boueuses de Chine, de Birmanie et des jungle d'Asie du Sud-Est. Sa construction dérivait directement d'un véhicule commercial civil militarisé, ce qui lui conférait une fiabilité mécanique supérieure au modèle purement militaire conçu dans l'urgence. Les conducteurs expérimentés préféraient systématiquement ce camion vieillissant au modèle plus récent et plus complexe, reconnaissant que sa simplicité de maintenance en faisait le seul véhicule réellement réparable en conditions de terrain isolé. Sa destruction massive fut l'une des priorités tactiques des forces spéciales alliées en Asie du Sud-Est, preuve éloquente de son importance stratégique pour le ravitaillement japonais. Camion type 94 à 6 roues, l'artère des routes de Chine. Le camion type 94 à 6 roues était la réponse japonaise aux défis extrêmes posés par les infrastructures routières de la Chine continentale, où les pistes détrempées par les pluies de mousson transformaient chaque convoi en lutte contre le terrain autant que contre l'ennemi. Sa configuration à 6 roues motrices, inhabituelle pour l'époque, lui permettait de franchir des obstacles et des bourbiers qui immobilisaient tous les autres véhicules logistiques de l'armée, garantissant la continuité du ravitaillement même dans les conditions les plus dégradées. Son importance stratégique devint si évidente pour les états-majors alliés que des ordres explicites furent transmis aux unités de forces spéciales en Chine pour en faire une cible prioritaire à détruire, paralysant ainsi les lignes d'approvisionnement japonaises entières. Automobile blindée type 93, la sentinelle des arrières. L'automobile blindée type 93 était un imposant véhicule à 6 roues déployé principalement pour les missions de sécurité dans les zones arrières occupées de Chine, là où les guérillas et les saboteurs constituaient une menace permanente pour les convois et les installations. Son gabarit imposant et son blindage satisfaisant pour la sécurité stationnaire masquaient cependant ses limitations opérationnelles profondes. Trop lent pour engager des unités motorisées adverses en mouvement et insuffisamment armées pour affronter tout blindé ennemi en combat direct. Il resta donc confiné aux patrouilles de route, à l'escorte de convois sensibles et à la suppression des résistances légèrement armées. Sa présence en première ligne aurait été une condamnation immédiate pour son équipage, et les commandants japonais le savaient parfaitement. Camion Isuzu type 94, la durabilité en marche. Le camion Isuzu type 94 représentait l'exemple parfait de la philosophie logistique japonaise. Concevoir un véhicule de transport suffisamment robuste pour survivre aux conditions les plus brutales des territoires occupés, du froid de Mandchourie à la chaleur humide des jungles birmanes.
Sa motorisation fiable et sa conception mécanique épurée lui permettaient de maintenir un rythme d'exploitation soutenu sur des routes qui auraient détruit des véhicules de conception plus fragiles en quelques semaines. Il constituait la solution de transport standard pour les longues routes de ravitaillement à travers les territoires occupés, acheminant en permanence les approvisionnements qui permettaient aux armées japonaises de tenir leur position sur des fronts immenses et souvent coupés des bases principales. Camion amphibie Toyota Tsuki, l'engin du débarquement. Le camion amphibie Toyota Tsuki représentait une tentative ambitieuse de résoudre l'un des problèmes les plus coûteux des opérations amphibies japonaises: le transfert de fret depuis les navires de transport jusqu'aux plages de débarquement sans nécessité d'infrastructures portuaires préexistantes. Capable de naviguer de manière autonome en mer calme puis de rouler directement sur la plage pour livrer sa cargaison, ce véhicule offrait théoriquement une autonomie logistique considérable lors des assauts insulaires. En pratique, la complexité de sa transmission amphibie et la fragilité de ses mécanismes de conversion mer-terre le rendirent peu fiable dans les conditions opérationnelles réelles, limitant drastiquement son déploiement à quelques opérations spécifiques plutôt qu'à un service généralisé. Tracteur d'artillerie type 98 Roku, le passeur d'impossible. Le tracteur d'artillerie chenillé type 98 Roku accomplissait régulièrement ce que les officiers alliés jugeaient impossible: acheminer des canons de 105 mm à travers des rizières profondes, des forêts tropicales denses et des reliefs escarpés vers des positions d'artillerie que personne ne croyait atteignables par des véhicules motorisés. Cette capacité à placer de l'artillerie lourde dans des zones considérées infranchissables procurait aux forces japonaises un avantage tactique récurrent, leurs batteries apparaissant soudainement là où l'ennemi ne les attendait absolument pas. Sa conception chenillée à faible pression au sol lui permettait de maintenir sa mobilité dans des conditions où tout véhicule à roues se serait immédiatement enlisé, faisant de lui un multiplicateur de puissance de feu indispensable sur les fronts aux infrastructures inexistantes. Moto type 97, les artères du commandement. La moto type 97, copie sous licence fidèle du Harley-Davidson américain, constituait le système nerveux tactique des unités japonaises en campagne, permettant aux estafettes de transmettre les ordres et aux éclaireurs de couvrir de vastes distances de reconnaissance dans des délais impossibles à atteindre avec tout autre moyen de transport. Sa robustesse mécanique, héritée directement du design américain original, lui permettait de fonctionner avec un entretien minimal dans les conditions les plus dégradées. Équipée d'un sidecar armé d'une mitrailleuse légère, elle transformait la liaison en combat, permettant à de petites unités de cavalerie légère motorisée de harceler les flancs ennemis et de sécuriser les carrefours vitaux bien avant que l'infanterie principale n'arrive sur zone. Semi-chenillé type 1 HOHA, le transporteur étouffant. Le semi-chenillé blindé type 1 OA était conçu pour transporter l'infanterie directement au contact des blindés japonais, comblant le vide tactique entre les chars avançant seuls et l'infanterie d'accompagnement exposée au feu ennemi. Inspiré des concepts de demi-chenillés allemands, il représentait une évolution conceptuelle significative pour l'armée impériale. Cependant, une faille de conception critique rendait son utilisation cauchemardesque. Sa ventilation intérieure était si insuffisante que la chaleur combinée du moteur et du Pacifique tropical transformait l'habitacle en véritable four. Les soldats transportés choisissaient régulièrement de voyager exposés sur le toit du véhicule, acceptant le risque d'éclat d'obus plutôt que de subir la suffocation certaine à l'intérieur, annulant ainsi toute la protection blindée censée justifier son existence. Canon d'assaut type 1 H-Oni, le destructeur exposé. Le canon d'assaut type 1 Oni représentait la première réponse japonaise sérieuse aux besoins d'un chasseur de chars dédié, montant un excellent canon de campagne de 75 mm sur le châssis robuste du Chiha pour créer un véhicule anti-char d'une puissance de feu sans équivalent dans l'arsenal nippon de l'époque. Sa pièce principale était capable de détruire pratiquement tous les chars alliés à des distances de combat normales, faisant théoriquement du Oni une menace redoutable. Mais sa conception révélait une contradiction fatale. L'équipage opérait entièrement à découvert dans une caisse ouverte sans protection aucune contre les tirs d'infanterie adverses, les obus d'artillerie et même les simples grenades ennemies. En pratique,
Ce char puissant était vulnérable à n'importe quel fantassin équipé d'une mitrailleuse. Obusier automoteur type 4 Euro, le canon qui frappait ses servants. L'obusier automoteur type 4 Euro constituait une solution de soutien d'artillerie directe particulièrement brutale, montant un obusier massif de 150 mm sur un châssis de Chia pour projeter des obus dévastateurs contre les fortifications et concentrations d'infanterie ennemie à courte portée. La puissance de sa munition était incontestable, une seule frappe suffisait à neutraliser une position fortifiée. Mais cette puissance révélait immédiatement un vice de conception catastrophique, la violente surpression de l'onde de choc générée par le tir de ce canon géant dans un espace aussi confiné projetait en retour des nuages de poussière, de débris et des gaz propulseurs dans la caisse ouverte, sonnant régulièrement les servants et rendant parfois impossible tout tir de suivi immédiat, transformant chaque décharge en double peine pour son équipage. Char d'appui type 2 HOI, le marteau des bunkers. Le char d'appui d'infanterie type 2 OI était conçu avec une mission unique et précise, détruire systématiquement les bunkers, les nids de mitrailleuses et les fortifications béton qui bloquaient l'avance de l'infanterie japonaise lors des assauts sur les positions défensives alliées. Son obusier court de 75 mm logé dans une grande tourelle offrait un angle de tir rasant idéal pour engager directement les ouvertures de blocos et les embrasures fortifiées. Construit sur le châssis fiable du Chia, il bénéficiait d'une mécanique éprouvée et d'une logistique simplifiée. Déployé aux côtés des chars anti-chars, il formait avec eux un binôme tactique cohérent où chaque type prenait en charge les menaces que l'autre ne pouvait traiter efficacement, permettant une progression d'infanterie plus fluide et moins coûteuse en hommes. Véhicule de chemin des fer blindé type 95 Sokai, le gardien des rails. Le véhicule blindé ferroviaire type 95 Sokai résolvait avec une ingéniosité remarquable l'un des défis les plus constants de l'occupation japonaise en Mandchourie et en Chine continentale, protéger des milliers de kilomètres de voies ferrées vitales contre les sabotages de la guérilla. Sa conception hybride lui permettait de passer en quelques minutes de roues routières standards à des roues ferroviaires métalliques, lui donnant la capacité de patrouiller indifféremment les routes ordinaires et les lignes de chemin de fer stratégiques avec un seul véhicule. Armé et blindé suffisamment pour repousser les attaques de saboteurs légèrement équipés, il constituait une solution économique et polyvalente pour la sécurisation des infrastructures de transport dont dépendait entièrement la logistique japonaise en Asie continentale. Chasseur de chars type 5 Horu, le four du Pacifique. Le chasseur de chars type 5 Horu représentait une tentative de corriger les défauts mortels du Oni en offrant enfin à l'équipage du chasseur de chars une protection blindée complète, montant le canon du Chia amélioré dans une caisse entièrement fermée construite sur le châssis léger du AG. Cette protection blindée tant attendue se transforma cependant en un nouveau cauchemar sous les tropiques, la caisse entièrement fermée et le blindage métallique absorbant la chaleur intense du Pacifique transformait l'intérieur en une enceinte thermique intenable, menaçant littéralement de cuire l'équipage lors des longues heures d'attente avant le combat. Les servants devaient régulièrement abandonner le véhicule entre les engagements pour survivre à la chaleur, compromettant gravement la préparation opérationnelle de ce chasseur pourtant correctement armé. Char hybride, type 4 QIHY, la puissance instable. Le char hybride type 4 QI illustrait parfaitement la réalité désespérée des ateliers japonais face à la pénurie croissante de matériaux et de temps de production industrielle. Les mécaniciens militaires montèrent directement la tourelle moderne et puissante du Shinoto Chia sur le châssis vieillissant et bien plus léger du AG, créant ainsi une combinaison qui concentrait la puissance de feu du premier dans les dimensions du second. Le résultat était techniquement impressionnant sur le papier mais opérationnellement risqué. Le châssis AG n'avait jamais été conçu pour supporter le poids et le moment angulaire d'une telle tourelle, rendant le véhicule dangereux dans les virages serrés et instable sur les terrains en pente, pouvant se retourner sous des mouvements brusques que tout autre char aurait effectué sans difficulté. Véhicule du génie SSKI, la terreur mécanique. Le véhicule du génie blindé SSKI concentrait dans un seul engin l'ensemble des capacités de déminage, d'assaut et d'appui au franchissement dont l'infanterie japonaise avait besoin pour briser les défenses fortifiées ennemies, armant une plateforme chenillée de rouleaux de déminage, de bras de grue télescopiques,
de charges de démolition commandées à distance et d'équipements de franchissement d'obstacles. Son aspect imposant et menaçant produisait un effet psychologique indéniable sur les défenseurs qui l'apercevaient approcher. Mais derrière cette apparence formidable se cachait une réalité opérationnelle décevante. Ces systèmes mécaniques d'une grande complexité tombaient régulièrement en panne dans les conditions de boue et de poussière du terrain, rendant ce mastodonte technologique aussi souvent immobilisé qu'opérationnel lors des engagements critiques. Véhicule de récupération type 95E, le sauveur blindé. Le véhicule de récupération blindé type 95E accomplissait sous le feu ennemi une mission que les observateurs extérieurs négligeaient invariablement, mais que tout vétéran des blindés japonais considérait comme absolument vital: récupérer les chars et véhicules lourds immobilisés par les tirs adverses ou les pannes mécaniques avant que l'ennemi ne les capture ou ne les détruise définitivement. Sa plateforme entièrement chenillée et ses capacités de remorquage étaient adaptées au même terrain impossible que parcouraient les blindés qu'il était chargé de sauver, lui permettant d'atteindre des véhicules enlisés là où tout autre moyen de dépannage aurait renoncé. Sans lui, chaque char immobilisé représentait une perte permanente pour un arsenal japonais déjà chroniquement insuffisant face à la production industrielle alliée. Tracteur lourd type 92, le porteur de géants. Le tracteur lourd chenillé type 92 accomplissait la tâche la plus ingrate et la plus indispensable de l'artillerie lourde japonaise: acheminer les canons et obusiers de gros calibre dont le poids dépassait les capacités de tout autre véhicule de traction disponible vers des positions d'où ils pouvaient faire sentir leur puissance dévastatrice sur les défenses ennemies. Sa charge nominale de 5 tonnes lui permettait de tracter les pièces d'artillerie les plus lourdes de l'arsenal japonais à travers des terrains qui auraient été totalement infranchissables pour des tracteurs à roues. Présent sur tous les fronts depuis la Mandchourie jusqu'aux îles du Pacifique, il garantissait que la puissance de feu d'artillerie japonaise n'était jamais prisonnière du terrain, préservant la mobilité stratégique d'une composante de combat irremplaçable. Planeur type 2 Manazuru, l'aile de l'espoir déçu. Le planeur de transport type 2 Manazuru représentait l'ambition japonaise de créer une capacité d'assaut aéroportée capable de déposer des troupes d'élite et du matériel léger directement dans les arrières ennemis lors des campagnes insulaires du Pacifique. Surnommé Gandé par les Alliés qui le répertorièrent avec soin, ce grand planeur de transport pouvait emporter un peloton d'infanterie complet ou un véhicule léger démonté. La réalité opérationnelle fut cependant tout aussi décevante que pour la plupart des programmes aéroportés japonais. Les conditions météorologiques imprévisibles du Pacifique, la domination aérienne alliée croissante et les difficultés de coordination entre les unités de parachutage condamnèrent ce planeur à rester presque entièrement inutilisé, les opérations aéroportées massives qu'il devait soutenir ne s'étant jamais matérialisées. Char de déminage type 97 Kai, le blindé suicidaire. Le char de déminage type 97 Kai était l'adaptation japonaise d'un concept que toutes les armées industrialisées cherchaient à maîtriser pendant la guerre: neutraliser les champs de mines ennemies sans sacrifier l'infanterie en les faisant sauter mécaniquement en lieu et place des hommes. Monté sur le châssis du Chia avec des rouleaux de déminage fixés à l'avant et un système de détonateur à chaîne latérale, il offrait théoriquement une solution mécanique à ce problème meurtrier. Mais ses concepteurs avaient sous-estimé un problème fondamental: avancer lentement sur un champ de mines en direction de positions défensives ennemies en train de tirer rendait ce véhicule extraordinairement vulnérable aux tirs anti-chars directs, les servants adverses disposant de tout le temps nécessaire pour le viser et le détruire bien avant qu'il n'achève sa lente progression de déminage. Quel est selon vous le véhicule japonais le plus sous-estimé de toute la Seconde Guerre mondiale? Laissez votre réponse en commentaire, les meilleures analyses seront épinglées.